Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jeudi, aujourd'hui 6 octobre 2022. Vous les avez réclamés, j'ai eu tant de messages. Hey. On peut être aimé comme ça. Wow. Je n'ai rien compris, quoi. Nous sommes avec les deux doyens. Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, et Eladj Chaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, et sont avec nous les deux journaux. Je rappelle, les deux journaux sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 € seulement. Vous pouvez acheter ces journaux en ligne. Il y en a qui vont dans les commentaires et demandent comment avoir ces journaux-là. Vous ne faites ici à la télé ou bien. Lui, surtout le directeur de publication du journal Le Messager, lui, dit souvent les commentaires. Vous rentrez en contact avec vous directement et vite fait. C'est à 250 francs seulement. Et puis vous pouvez avoir l'application Le Messager. Vous allez dans Apple Store ou Play Store et puis vous téléchargez bien tous les sujets traités par Le Messager. Vous les aurez. Le Mania Libéré, avec le temps, ça va venir. Eladj, bonjour. J'avais trop de publicité sur mon téléphone. Tu avais trop? J'ai fait trop de publicité. Non, c'est tout à fait normal parce qu'on est partenaire. Non seulement on est partenaire, quand on aime, il faut toujours faire en sorte que celui que tu dis aimer puisse être satisfait, puisse être à l'aise, au moins. Donc je n'aime pas Abbas. Non, je n'ai pas dit que tu n'aimes pas Abbas. Entre toi et moi, le aimer, c'est entre guillemets. Au niveau d'Abbas, c'est concret. Alors, bonjour Anita et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour aux internautes également, à tous ceux qui sont sur la toile et tous ceux qui pensent qu'on leur a manqué. C'est vrai, c'était une situation qui était indépendante de notre volonté, ça il faut le dire. Et la directrice est là, elle peut en témoigner. Mais toujours est-il que nous sommes là pour animer l'émission, pour expliquer, pour faire nos analyses, pour que ceux qui sont ici et ceux qui sont à l'extérieur puissent savoir ce que nous faisons. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, ça il faut quand même le souligner. Et puis nous aimons quand même écouter et lire ce que les gens disent. Moi, particulièrement, ça m'intéresse parce que ça me permet de me perfectionner parce que, comme on le dit, l'homme est en perpétuelle perfection. Merci. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous et à tous celles qui sont en train de nous suivre actuellement. C'est nécessaire. Je sais que c'est nécessaire. Je voulais faire un constat. Seigneur, non. On va en parler à la fin de l'émission. Pourquoi tu veux qu'on parle à la fin, Abbas. À la fin, pardon. Et la rédaction du Mania Libéré, ça va? Ça va. Eh bien, hier était la journée consacrée aux enseignants, journée internationale des enseignants. La rentrée, elle a démarré nous sommes dans la deuxième semaine à Chaboré. On voit 16 enseignants à ceux grâce à qui nous sommes ici. Ah oui. Et lorsque vous parliez, j'ai eu en même temps de réflexe, ça m'a rappelé d'une petite que j'ai suivie sur la toile. Je ne sais pas si elle est sénégalaise ou bien elle est malienne. Et je crois que ça a été relayé également par un petit Togolais qui fait une récitation dont le titre est Enseignant. Enseignant, je suis enseignant. Et dites-moi, toi magistrat, toi Premier ministre, toi président de la République, dites-moi si vous n'êtes pas passé par moi. Donc, juste pour dire que les enseignants, ça, il faut quand même leur rendre hommage pour tout ce qu'ils font. Ce n'est pas facile, parfois dans des conditions très compliquées, et nous le constatons dans notre pays. Heureusement que les autorités également sont conscientes de cette situation et font ce qu'elles peuvent pour leur apporter ce qu'il faut, ne serait-ce que le minimum pour continuer par donner ce qu'il faut à nos enfants, à la progéniture. Et nous n'oublions pas, on dit tant vaut la nation. Et lorsqu'il y a école, s'il n'y a pas d'enseignants, l'école ne peut pas exister. Donc, nous profitons de cette occasion pour rendre hommage à tous ces enseignants qui se battent, que ce soit dans les agglomérations, que ce soit dans les coins les plus reculés, parce qu'il y a certains qui sont dans les zones les plus reculées, avec toutes les difficultés qui entourent, ils essaient de faire de leur mieux
pour donner ce qu'il faut à nos enfants, à ces enfants qui sont également dans l'école les plus reculées. Et c'est justement parmi ces enfants que sortent parfois les premiers ministres des grandes personnalités. Oui, qui sortent, oui, ça c'est clair. Donc, on ne peut que leur rendre hommage et continuer par prier que les autorités puissent, à chaque fois, lorsqu'ils ont des problèmes, que les autorités puissent leur prêter une oreille attentive pour que ces problèmes puissent être résolus dans la compréhension, dans le dialogue, pour que l'enseignement puisse continuer par se perpétuer. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut parler du développement, lorsque les gens ne sont pas enseignés, lorsque les gens ne sont pas allés à l'école, pour avoir l'enseignement qu'il faut, il n'y a pas de développement. Alors, moi, je rends hommage à ceux-là qui m'ont enseigné les mathématiques du collège en terminale parce que j'imagine... Tu étais nul. Oui, je te jure. Difficilement que j'arrivais à avoir 5. Ça se voit. Oh, pourquoi ça? Non, ça se voit, ça se voit. Abbas, un mot à l'endroit des enseignants. C'était leur journée hier. Oui, c'est leur journée. Je pense qu'il faut leur rendre hommage. On dit souvent tant pour la nation. Moi je dis, s'il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas d'école pour enseigner. Donc, tant pour l'enseignant, tant pour le développement. Parce que du plus petit élève, du plus petit, comment on dit ça, Platon, jusqu'au président de la République, sans l'enseignant, ceux-là ne devront pas ce qu'ils sont. C'est un grand hommage militaire qu'il faut leur faire. Seulement que je pense que la journée même de l'enseignant allait être instaurée le plus tôt possible pour que les gens le sachent. Puisque vous voyez, hier c'était la journée de l'enseignant. Personne ne savait que c'était une journée dédiée à l'enseignement. Ça a été noyauté même par noyauté dans notre histoire du 5 octobre 1990. C'est après même que les gens commençaient par parler de la journée de l'enseignant et personne ne le sait. Et je profite pour aussi remercier les autorités judiciaires qui ont aussi libéré. Justement, on va en venir tout à l'heure. Ces enseignants le jour de la journée de l'enseignant. Donc je pense que sans les enseignants, on ne serait pas ce que nous sommes actuellement. Depuis le CP1, surtout ceux-là qui sont les plus enseignants dans les difficultés, les plus choses, c'est les enseignants du cours de CP1, CP2. Encadrer un enfant qui doit quitter son parent. Les tatas aussi. Les tatas aussi, jardin d'enfants. Encadrer cet enfant-là. 2-3 ans, aller à l'école. Aller à l'école. Cet enfant-là qui sort, qui quitte son papa, sa maman, et qui ne veut même pas partir, qui arrive à l'école. C'est des tapages, des cris par ici, des cris par là. Mais l'enseignant, par son taxe, arrive à le maîtriser, à le calmer dès les premiers pas jusqu'au dernier pas. Comme tu l'as dit, il y a certains qui étaient nuls en mathématiques. D'autres comme Anita, pour le préciser. Ou en français même. Mais ils ont mis tout le temps pour enseigner, pour apprendre à quelqu'un comment parler le français, comment faire des calculs. Et je les félicite encore également quand ils sont en train de faire organiser des cours de nuit pour ceux-là qui n'ont pas pu aller à l'école, nos mamans, nos papas, nos grands frères, tout ça là, qui font organiser des cours du soir pour amener nos mamans à savoir comment calculer, utiliser même la calculatrice au marché pour qu'elle ne soit plus trichée. Donc c'est un hommage mérité qu'il faut le faire. Mais hier, c'est comme on a manqué de le faire puisque la journée a été noyée. Heureusement que les médias. Heureusement que les médias ont récupéré ça pour en parler. Alors, Tchabo, Abbas tout à l'heure, il a touché un peu le sujet. Hier, on a appris que les enseignants du 7 étaient libérés apaisement du climat social, journée de l'enseignement. C'est quoi exactement? Non, au-delà de tout, que ce soit la journée de l'enseignement où ces enseignants ont été libérés ou que ce soit une autre journée, moi je pense que l'acte même en lui est important et qu'il faut saluer cette initiative des autorités judiciaires et les autorités gouvernementales qui ont eu l'idée de libérer ces enseignants parce que depuis un certain temps on en parle nous-mêmes on plaide
on en parle, c'est pour dire complète pour leur libération, parce que au-delà de tout, il faut voir selon ce que nous avons appris, comment les choses sont passées, ils étaient sous le coup de la loi. Et c'était normal que lorsque tu es sous le coup de la loi, tu puisses en subir les conséquences. Et la conséquence c'était ce qui avait été fait, mais nous sommes des êtres humains, on est Togolais, on est entre nous, et qu'on estime que ce qui a été plaidé, les autorités judiciaires ont écouté, et les autorités également gouvernementales ont écouté et ont libéré ces enseignants. Moi, je pense que c'est une bonne chose, il faut les saluer, et ça sert également de leçon à toute personne qui voudrait peut-être emboîter le pas pour prendre toutes les dispositions avant d'aller. On ne dit pas qu'ils n'ont pas quand même leurs droits, ils ont leurs droits, il faut quand même exercer ce droit dans les règles de l'art, c'est-à-dire en respectant les textes. Surtout privilégier justement le dialogue, et lorsque le dialogue ça ne va pas, vous exercez votre droit, mais en restant dans le cadre de la loi. C'est ce qui est ceux qui sont allés en prison et qui ont été libérés hier, on a estimé qu'ils n'ont pas respecté la loi, et c'est justement ce qui leur a coûté très cher. Franchement, nous leur rendons hommage pour dire encore une fois, ça fait partie de la vie, qu'ils acceptent et qu'ils continuent. Maintenant, il y a d'autres, je ne sais pas si vous avez l'information par rapport aux élèves, parce qu'ils n'étaient pas les seuls, il y a les élèves également qui avaient été jetés en prison, et nous ne savons pas jusqu'ici, moi je n'ai pas d'information, si ces élèves ont été libérés ou pas. Donc on espère que le même geste va aller également à l'endroit de ces élèves, parce qu'au-delà de tout, nous sommes des parents d'élèves, et que voir ton enfant en prison au moment où certains sont à l'école, ça ne fait pas bien. Même s'ils n'étaient pas en prison et qu'ils sont à la maison pour cause de sanctions, et les voir à la maison alors que ses camarades sont en classe, je pense que ça ne fait pas bien. Et le cœur est très lourd. Vous imaginez que récemment, le conseil de discipline au niveau du baccalauréat également a pris des sanctions à l'endroit de 3 candidats, et ces candidats, vous avez vu, vont rester à la maison. Non seulement leur bac a été annulé, mais certains vont rester pour 5 ans. Vous imaginez, qui a pris 6 ans. Donc vous comprenez, franchement, au-delà de tout, je pense que le geste qui a été fait hier, c'est un geste qui est salutaire. Il faut saluer quand même ce geste. Abbas, geste salutaire Oui, c'est un geste salutaire, étant donné que depuis toujours, les gens ont toujours réclamé la libération de ces enseignants. C'est un geste salutaire, parce que, en tout cas, je pense qu'on a forcé pour les libérer. Parce que si vous êtes sous le coup de la loi, on ne met pas la pression sur la justice. Parce que la justice doit aller à son jusqu'au bout de sa logique pour voir s'ils sont coupables ou pas. Maintenant qu'on a décidé de les sous peut-être la demande, les plaidoiries que les uns et les autres ont fait, c'est un geste sanitaire. Puisque pour moi, je pense qu'on leur a tiré les oreilles, ça nous voit qu'ils vont comprendre la situation. Puisque avant d'être envoyés en prison, ils ont subi déjà des interrogatoires. Oui, ils ont déjà même subi des sanctions disciplinaires. Puisqu'ils ont été reversés à la fonction publique. Ils sont plus des enseignants, ils ont été reversés à la fonction. Ça, c'est la sanction disciplinaire qui leur a été appliquée avant qu'ils soient envoyés à la prison. Maintenant que le geste est posé, il faut le saluer à sa juste valeur. Et on espère, puisqu'on ne nous a pas dit s'ils sont libérés sous caution ou bien s'ils sont totalement libres. Il paraît qu'ils doivent retourner devant le juge l'OND. Donc c'est sous caution, ça. Ils ne sont pas libérés, c'est quand les a mis en liberté provisoire. Donc ils doivent à tout moment répondre devant le juge. Donc c'est une liberté provisoire, puisque depuis quelque temps les gens demandaient qu'on les libère, mais leur avocat dit que parce qu'ils ont soumis une demande de libération provisoire, et on leur a dit qu'ils n'ont pas de garantie nécessaire pour qu'ils soient libérés. C'est tellement que les juges ont maintenant une garantie à leur niveau et on les a mis en liberté provisoire.
Donc l'affaire continue d'être instruite au niveau de la justice. Ils sont pas totalement libres. Mais ça dépend du procès. Ça dépend du procès. S'ils sont reconnus coupables, effectivement, d'incitation à la révolte des enfants et tout ce qui leur est reproché, ils peuvent retenir. Ça dépend de la condamnation qui va s'en suivre. Des journaux, on commence avec le messager qui a touché plusieurs points, mais on va retenir ce sujet-là. Togo entretient des rues aux heures inappropriées, une pratique dangereuse. Si Octavio le permet, on va voir l'image du journal, le messager qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement Tchabouré. Vous avez parlé de l'entretien des rues aux heures inappropriées. Ah oui, je pense que ce n'est pas la première fois que nous revenons sur ce sujet. Il y a d'autres confrères qui avaient déjà fait cas, mais nous avons remarqué qu'on a comme l'impression que les autorités ou bien les premiers responsables en charge de cet entretien n'ont pas pris la mesure de la chose. Est-ce que c'est nous ou bien c'est ceux-là qui sont... Non, aujourd'hui, avec la décentralisation, je crois que les maires prennent une partie quand même en charge. Et il y a également la NASAP qui prend également une partie en charge. Et on sollicite certaines sociétés. Je ne suis pas en train de vous couper, mais la semaine dernière, j'ai vu une scène qui m'a un peu sidérée. Vous voyez la route là, avec tout ce qu'il y a comme risque. Les gens qui sont censés balayer la voie sont en train de tenir une réunion, s'il faut le dire comme ça, au beau milieu de la rue. C'est tout cela qu'on nous sommes en train de dénoncer. C'est une voie qui est pratiquée par les véhicules des lots porteurs et autres là. Non, Anita, il ne faut même pas aller loin. C'est tout cela que nous dénonçons parce que nous avons fait ce constat. Non seulement nous avons fait ce constat, mais c'est parce que beaucoup de citoyens en parlent aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'à 6 heures du matin, au moment où la circulation est dense, les gens sont en train d'aller, les fonctionnaires sont en train d'aller sur le lieu de travail et que les routes soient occupées par les entreprises ou bien les personnes et les hommes et femmes qui sont en train de faire les entretiens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'à midi, au moment où les gens regagnent leur maison, les élèves sont de l'école et tout ça, la circulation est dense, une heure de pointe. Ce n'est pas normal qu'en ce moment, on voit les personnes, femmes et hommes, qui occupent la rue avec leur signalisation et qu'ils mettent sur la route. Et parfois, ça finit par des insultes si jamais vous les touchez ou bien si jamais vous touchez la signalisation. Vous n'avez jamais vu frapper quelqu'un. Justement, ce n'est pas normal. À 13h, à 15h, je pense que c'est un phénomène qu'il faut revoir absolument. Si nous sommes arrivés à le dénoncer, c'est parce que tout c'est trop et les gens en parlent. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, et ça peut causer beaucoup de sujets, parce que j'ai relevé cela dans mon papier. Pourquoi je le dis? Les gens ne savent pas. Vous et moi, nous avons un engin, que ce soit un engin à 2 roues ou bien un engin à 4 roues. Pour circuler, les autorités nous obligent à aller faire une assurance. Et on estime que lorsque nous causons des accidents, les dommages seront couverts, ou bien l'assurance va couvrir les dommages, soit celui avec qui on a fait l'accident, soit nous-mêmes. Or, dans ce genre de pratiques, le danger qu'il y a là-bas, pourquoi je dis qu'il y a danger? Le danger qu'il y a là-bas, ces femmes qui sont recrutées et qui sont sur cette rue à ces heures précises, inappropriées, nous l'avons dit, elles ne sont pas assurées. Ça, c'est très grave. Elles ne sont pas assurées. Si quelque chose arrive, non seulement il y a dommage parce que c'est eux qui causent la plupart du temps les accidents, il y a dommage à celui qu'on a causé accident et il y a dommage également à la femme parce que la femme n'est pas couverte par l'assurance. La famille peut se lever et réclamer. Et ça, je crois qu'à Abbas est ici, le code pénal punit ces genres de choses. C'est ce que les gens ne savent pas. Le code pénal punit ces genres de choses. Donc moi je pense que si nous sommes arrivés à relever ces pratiques que nous disons que c'est des pratiques qui ne sont pas de bonnes pratiques, que c'est un danger, nous nous adressons aux maires, aux communes, aux responsables des communes de revoir. Il y a la possibilité de le faire. Soit vous faites tout possible pour acquérir les structures qui sont appropriées. Il y a des camions pour ça. Et la plupart du temps, lorsqu'on fait les appels d'offres, on demande que la société
qui doit prendre en charge, ou bien qui doit prendre en charge ce volet, ou bien qui doit gagner là-dessus d'appel. Est-ce qu'on a fait plus aussi? Je crois que c'est sur 2 ou 3 voies seulement. Justement, et si nous écrivons pour que les gens puissent quand même commencer par se faire une idée, pourquoi pas faire des projets dans ce sens, acquérir des camions et revoir également ces heures-là. Parce qu'il y a possibilité que les premiers responsables, que ce soit les maires et autres, ou bien les sociétés à la ZAP, puissent rester et discuter comment faire pour recadrer les heures, éviter que cela arrive. Je vous dis, il y a beaucoup qui dénoncent, il y a beaucoup de faits, et ces genres de pratiques ont causé des accidents. Ce que vous êtes en train de dire, et continue pas à causer. Ce que vous êtes en train de dire, comment est-ce qu'on peut dire qu'on balaye à une heure de pointe et qu'on essaie de tenir la réunion sur la route? Alors que c'est vous imaginez ce qui peut arriver? Beaucoup de gros porteurs. Donc moi je pense que si nous sommes arrivés à le parler, c'est sur une chaîne que nous sommes en train de parler et cela va circuler dans tout le monde entier et nous espérons que les autorités vont nous écouter et vont prendre quand même la mesure de la chose pour pouvoir remédier. Il y a possibilité de le faire, il suffit de discuter, il suffit de porter le problème à qui de droit. Je pense que les mesures peuvent être prises pour éviter que ces genres de choses ne continuent et pour que demain on puisse faire à des situations ingérables. On arrête de parler d'accidents et autres là. Abbas, dites-nous, tout à l'heure, Chabouré a parlé du code pénal qui punit un certain nombre de choses. Balayer à 16 heures là, à 6h30, 7h, vous voyez, la voie elle est bloquée, vous n'avez qu'une seule partie, vous pouvez emprunter, alors que ce sont des heures de pointe. Oui, je ne sais pas si c'est ceux qui les emploient qui leur ont dit sortez aux heures où les gens vont au service. Pour dire qu'eux aussi vont au service à cette heure-là. Puisque c'est aux heures de pointe, vous les voyez, elles balaient de 6 heures jusqu'à 8 heures. Et aux heures de descente, tu les vois à partir de 17 heures mettre leur heure, chose même souvent très invisible, leur histoire pour vous dire qu'ils sont là, qu'elles sont là ou qu'ils sont là, comme ça. 17 heures jusqu'à 18 heures, aux heures de pointe, au moment où les gens descendent, et chacun veut vite aller à la maison. Chacun veut aussi aller au service à l'heure. Mais vous les voyez, et c'est souvent dans les carrefours également qu'elles se pointent pour faire ça. Et je me demande, est-ce que c'est ceux-là qui les emploient qui ont dit sortez aux heures de pointe? On a toujours dénoncé cette pratique-là depuis longtemps. Et aujourd'hui qu'on a les communes, chaque mairie doit prendre ses responsabilités. Nous avons fait des propositions pour dire qu'au moins si elle veut balayer à 4 heures du matin, jusqu'à 5 heures, 5h30, c'est fini. Et là, chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. Quand on choisit d'être journaliste de la presse écrite, par exemple, on est prêt à rester dans la nuit jusqu'à 2 ou 3 heures. C'est ce qu'on fait. Oui, quand on choisit d'être à la radio ou à la télé, il faut s'attendre à venir à 4 heures, 5 heures pour assurer la matinée. Ici, là, même à partir de 20h, 21h, elle peut balayer en ce moment. La circulation n'est plus dense comme on le pense. 4 heures. Je sais que dans nos maisons, quand les femmes veulent parler, c'est le matin très tôt. Justement. Ça, à 4 heures, 5 heures, elles se réveillent pour... Moi, actuellement, il y a certains qui respectent comme ça. Oui. Ça respecte 4 heures, 5 heures, elle fait tout pour se préparer et aller aussi à son boulot comme ça. Ici, on peut leur dire, vous sortez à 4 heures, 5 heures, vous faites vos ménages, le balayage de la route, et à partir de 21h, 20h, 21h, vous revenez pour balayer pour le soir. Ça vous fait quoi? Mais là, quand vous les voyez en plein rue, en train de mettre, en verra même, j'en ai vu celles qui sont... Merci, c'est ce que j'allais dire. Il faut toucher, et c'est vrai. Je ne sais pas si c'est seulement dans Agoué 1 là, vous allez voir le véhicule venir les déposer aux environs de 6h, 6h30. Bon, ce n'est même pas normal. Ce n'est pas normal. Déjà à 6 heures, ils portent le gilet, là, quel que soit l'état. Et ils descendent du véhicule.
circulent. À 6 heures, c'est fini. Ce n'est pas normal. Quel que soit le cas, déjà à partir de 6 heures, les gens commencent par aller au boulot. Et vous imaginez la circulation? Vous imaginez la circulation dans ce Lomé? Ce n'est pas bien. Déjà, si Ce n'est pas bien. Moi, je pense que les autorités doivent prendre les dispositions pour réaménager le temps, réaménager les heures et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ça, cela s'appelle mettre la vie d'une personne en danger. Et ça, c'est puni par le code pénal. C'est très important. Mais jusqu'alors, les gens ne le savent pas. Dans cette situation, je ne vous coupe pas, dans cette situation, si on doit appliquer le code pénal, c'est aux autorités, aux employeurs. C'est clair? C'est les employeurs. C'est la mairie qui les emploie, ou bien c'est ANASAP qui les emploie. C'est tout. C'est le fait de les faire sortir à des heures qu'il ne fallait pas. Vous avez vu l'accident qui s'est produit au niveau de GTA, où la dame est décédée immédiatement. Et puis elles sont là, c'est des arrogantes. Elles sont très arrogantes dans leurs choses. Je vous dis qu'un jour, il y a un monsieur, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il a ramassé le truc de signalisation. Le panneau de signalisation. Ça va comme balai, on l'a frappé, c'était juste devant moi, quoi. Ça m'a fait rire. Oui, tu vois, c'est ça. L'arrogance, même, il ne sait pas si elle reçoit même l'éducation et la formation. Peut-être on leur a dit que vous êtes prioritaire. Parce que quand elles sont là, elles ne sont pas. Elles sont là. Elles ne sont pas prioritaires. Justement, à base par rapport à l'accident là, est-ce que la dame était assurée? Elle n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée. Mais aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, les familles de la dame, bien la famille de la dame, peut se lever et réclamer qu'on ait du dommage. Il intente une action. Il intente une action à l'employeur. Qu'est-ce que ça va aboutir? Mais ça va aboutir, on va condamner l'employeur. On va condamner l'employeur. Qui les a recrutés, qui les a balancés là-bas? Je pense qu'il faut insister là-dessus pour que les autorités puissent revoir les heures. On n'en disconvient pas. Ils font un travail qui est noble. Il faut entretenir une route. Et puis même, ce que vous ne savez pas, lorsque les gens balayent, après 30-40 minutes, vous allez venir voir, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Je fais une petite comparaison. Il ne faut pas oublier ceux qui inhalent comme... Justement, toutes les dispositions, est-ce que l'employeur a pris toutes les dispositions pour pouvoir protéger ces hommes et femmes qui se donnent à ce boulot? C'est un sujet autour duquel les autorités doivent réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas vous, peut-être vous avez un proche ou bien un parent lointain qui fait ce boulot. C'est très important. Nous sommes en train, on a relevé un fait. Franchement, peut-être que les gens ne le perçoivent pas de cette manière, mais franchement, c'est vrai que parfois la pauvreté amène à prendre certaines décisions pour embrancher ou bien pour embrasser un métier. Nous ne disons pas que ce métier, c'est un métier qui n'est pas, c'est un métier dérisoire. Non, attention, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Ils font leur boulot et c'est à travers ce boulot qu'ils paient, qu'on leur paie à travers ce boulot qu'ils essaient de vivre avec leur petite famille. Je pense qu'il faut prendre les dispositions pour protéger ces personnes et également voir ce qu'il y a lieu de faire pour éviter de mettre la vie d'autrui en danger. Parce qu'avant, il n'y avait pas de matériel de protection. C'est à force de parler sur les médias que finalement, on leur a trouvé des idées. Il y a certains qui portent les bottes et des gants et puis les choses de protection. Parce que la poussière, elle ne porte plus elle ne porte plus le cache-nez. Et puis quand vous les voyez, c'est des vieilles dames qui le font. Et quand ça inhale la poussière, et avec même le dégagement des vapeurs de nous avons voyagé, nous sommes allés dans d'autres pays. Non, pour appuyer ce que le doyen dit, nous avons voyagé. On est allé dans d'autres pays. On a vu comment. Ce sont des camions qui... Justement, et à quelle heure? Parfois c'est à minuit, parfois c'est à 1h. Et quand vous quittez le matin, la route est propre. Pourquoi nous on ne peut pas copier ces pratiques-là? On peut le faire. Peut-être que si on copie ces pratiques-là, nos soeurs ou nos mamans la resteront sans emploi. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que c'est obligatoirement d'aller voir les soeurs et les mamans? Il y a des gens qui sont valides, qu'on peut recruter
pour faire ce boulot à une heure précise pour éviter ce que nous sommes en train de dire. C'est très important. Il faut regarder ce côté de la chose. Il y a des gens qui sont valides, qui peuvent être recrutés et à cette heure-là, ils peuvent quitter pour venir travailler. On va éviter des accidents et autres, mettre la vie des personnes en danger. Au même moment, ceux qui balaient, au même moment, ceux-là même les usagers, que ce soit les utilisateurs d'engins à 2 roues ou bien les utilisateurs d'engins à 4 roues. Alors, autre sujet dans cette émission, le Mania libéré qui parle des pluies diluviennes à Lomé, risque d'inondation et fonctionnement des bassins de rétention d'eau. Est-ce qu'il y a encore des bassins de rétention d'eau? Les bassins sont remplis de pluie. Oui, ben c'est construit. Donc. On a vu les bassins être construits un peu partout pour la rétention d'eau. Sur la voie douane, c'est déjà rempli. C'est déjà construit là-bas. Mais c'est déjà rempli. Oui, c'est ça. Et l'autre, il y a un autre, après, quand on allait à Casablanca, là, l'autre qui est au niveau du Ghana, là aussi. Le rond-point Boudjouna juste derrière, comme ça. Il y en a plusieurs. Hein? Il y a 2 lions, il y a les bassins. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que ça remplit à la moindre pluie? Qu'est-ce qui fait ça remplir? Est-ce que c'est la pompe qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais la descente... Il y a des pompes dans les bassins. Il y a des pompes dans les bassins, c'est-à-dire qui vont aider à évacuer l'eau. Il y en a. L'eau vers la mer. Hein? Vers la mer. Donc c'est pour ça qu'on a fait les rétentions. Vous voyez le truc de la rétention de la Barrekodo également, qui est là. Il y a des rétentions. Seulement les ministres sont allés visiter, voir comment en temps de pluie, en ces temps de pluie diluvienne, comment ces rétentions d'eau travaillent, comment c'est entretenu et autres là. Mais ils ont dit qu'ils sont satisfaits. Ils nous ont dit qu'on ne peut pas pousser un de satisfaction tout à l'heure parce que ceux-là qui sont tout autour de ces bassins, c'est qui doivent apprécier. Quand vous arrivez, vous voyez l'eau remplie et que ça déborde pour aller dans votre maison. Et que les ministres vont faire. Nous allons prendre juste l'exemple des 2 bassins, des 2 lions là. Oui. Quand il pleut abondamment. Quand il pleut abondamment, tout autour c'est rempli. Ce qui veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Il y a un problème de pompe qui devait aider à évacuer l'eau vers la direction qu'on lui a donnée. Mais ça ne va pas, on ne peut pas dire, normalement il devait dire que bon, nous avons fait le constat, ce qui a arrangé, on va réparer. Mais ils ont poussé une satisfaction meilleure que moi, je n'ai pas trouvé normal, parce que les pluies continuent. Et si on va sur le terrain, on dit que c'est bon, c'est comme on est en train de voiler les problèmes qu'il y a, puisqu'on voit les inondations un peu partout. Et c'est pour éviter ces inondations-là que ces bassins-là ont été construits, pour au moins canaliser l'eau de pluie, pour que ça ne remplisse pas. Mais si vous arrivez, ça remplit, et que ça déborde, même la circulation devient même impossible à certains endroits, on ne peut pas dire que c'est satisfaisant. Il faut trouver les moyens, la solution, parce que... La pharmacie des orchidées, je ne sais pas, Adidou Adien, quelque part. Oui, Adidou Adien, ça dit quand vous prenez pour aller vers la douane. 2000. Ouais, même Léo 2000 aussi. Il y a une route là. Entre les 2 bassins, vous ne pouvez plus passer. Vous ne pouvez, s'il pleut comme ça là, il y a une route qui quitte Limousine pour aller vers la douane. En descendant au niveau de... Il y a des feux rouges là-bas, mais il y a des bassins, un bassin de rétention derrière, mais ça, quand il pleut, ça déborde là. Les voitures marchent dans l'eau. Et avec ça, on dit qu'on est satisfait. C'est la même chose au niveau d'Aïdogome. Le point de rétention d'Aïdogome au niveau de Ave Maria. Ave Maria, c'est franciscain. Quand ça pleut, c'est que le bassin... on ne sait plus où est le bassin, on ne sait plus où est la voie. Où est la voie. Donc, non, une fois, moi, j'ai fait un dossier là-dessus et je crois que Abass a touché un point capital et c'est, je crois, en ce moment, c'est le problème que nous avons, c'est le problème de pompe. Parce qu'il faut suffisamment de pompes pour pouvoir faire évacuer l'eau. Est-ce qu'il y a des pompes dans toutes ces régions? Non, c'est ce que j'ai dit, c'est le problème de pompe. Il faut suffisamment de pompes pour pouvoir faire évacuer l'eau. Lorsque l'eau vient dans la retenue, il faut des pompes. Parfois, des pompes sont là, mais elles ne travaillent pas. Donc, ce que nous voyons là,
c'est un problème de pompe. Il n'y a pas de pompe. Et ça, c'est le problème public qui est là. Les bassins ont été construits, mais les pompes pour pouvoir évacuer l'eau ne sont pas là. Et actuellement, nous sommes en train de parler, nous estimons que le ministre de l'urbanisme nous écoute, le ministre de l'assainissement également nous écoute en ce moment pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir acquérir les pompes, suffisamment de pompes et les placer pour que dès qu'il pleut, que ces pompes puissent être fonctionnelles. Et également, n'oubliez pas, lorsque moi j'avais fait mon dossier, je pense que les pompes qui avaient été commandées, on les a commandées, mais ces pompes ne sont pas fonctionnelles. C'est-à-dire qu'elles ont fonctionné à peine un temps et puis c'est fini, ça ne fonctionne plus. Comme d'habitude, au Togo. Donc je pense que le problème, il est là. Le gouvernement a pris soin de faire ces bassins de retenue, quand bien même on critique un peu l'architecture qui a été menée autour de la construction de ces bassins, parce que certains ne répondent pas, mais si les pompes travaillaient bien, au moins on aurait peut-être réduit le risque, le trop grand de risque que nous voyons aujourd'hui. C'est parce que les pompes ne fonctionnent pas, ou bien parce qu'on n'en a pas. Alors, que ça ne fonctionne pas. De commander des pompes, c'est avec l'argent du contribuable, je l'espère. Non, bon, la question est posée. La question est posée, va être posée au ministre. Je pense que le Caracent va prendre soin d'inviter un jour les ministres concernés pour qu'ils puissent venir répondre. J'espère aussi que le messager ou le mania vont prendre des investigations. Des interviews. Il n'y a pas de problème. Les investissements qui sont faits là, ce n'est pas seulement l'argent du contribuable, c'est des prêts qui sont faits également. Les infrastructures, ce n'est pas l'argent du contribuable seulement, c'est les prêts que l'État prend chez les institutions. Et vous et moi, nous allons rembourser. Nous allons rembourser. Donc tout ça, au fini, c'est l'argent du contribuable. C'est clair. Oui, donc tout et ça. maintenant, ces choses-là ne travaillent pas ou bien ne répondent pas aux besoins. Bon, c'est vrai que maintenant, avec les rétentions d'eau, au moins, ça a diminué avec les inondations qu'on connaissait auparavant. Mais maintenant, cette descente, moi, j'aurais voulu qu'ils fassent le constat pour dire il y a tel qui n'a pas marché. C'est clair. Et on trouve une solution rapide. Parce que c'est des milliards, des centaines de milliards qui sont versés dans la construction de ces infrastructures, et y compris les rétentions d'eau, et pour éviter ces genres d'inondations, surtout dans les grands carrefours, dans les grandes agglomérations, qu'on a construit ça. Mais si on considère les rétentions d'eau et qu'il n'y a pas quelque chose qui va aider à évacuer cette eau, c'est qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait. Puisque on a fait ça pour qu'au moins il y ait une voie, quelque chose qui va aider cette eau-là à aller rejoindre la lagune ou aller rejoindre la mer. Ça va si j'étais là-bas, puisque c'est des canalisations qui sont bien construites. Moi, je n'ai pas compris l'association dont se prévalent ces ministres. Aujourd'hui, les faits. Non, ils le disent, c'est pour voir quoi. Madame le Premier ministre est là, elle voit, les faits sont là, pour tromper qui? Aujourd'hui, les faits sont là, il faut dire la vérité, il faut dire que ça ne va pas, c'est vrai, on a construit, mais il y a encore d'autres soucis, et pour permettre quand même aux autorités de prendre des dispositions pour pouvoir trouver une solution, que de voiler, de dire que nous sommes satisfaits. On est satisfait par rapport à quoi? Aujourd'hui même, quand bien même la pluie s'est arrêtée il y a de cela 3 jours, vous allez ailleurs, il y a encore une inondation, quand bien même il ne pleut pas. Ah oui, comme il ne peut pas. On va prier pour que... Non, 3 jours, 4 jours où il n'a pas plu là. Une seule goutte, vous allez ailleurs, c'est inondation. Là, il faut le dire. Alors, nous n'allons pas terminer cette émission sans aborder la situation au Burkina voisin. Vendredi dernier dans la nuit, on a appris qu'il y a encore eu coup d'État après le coup d'État du 24 janvier dernier à Basse. 2 coups d'État en 8 mois. Si on peut le dire. Le problème burkinabé, est-ce que ce sont les coups d'État qui vont résoudre ce problème ou la solution se trouve ailleurs? La solution se trouve ailleurs, ce n'est pas les coups d'État qui vont résoudre ce problème-là. C'est pour cela que le premier coup d'État du 25 janvier, 4 26 janvier, là, tout le monde a trouvé ça inopportun. Comment se fait-il que vous, les militaires, c'est vous qui connaissez la stratégie à partir de laquelle vous allez combattre le terrorisme?
vous avez un président civil qui a été élu démocratiquement, qui est en train de finir son mandat. Vous venez le déposer sous prétexte qu'il ne maîtrise pas, il ne maîtrise rien par rapport à la lutte contre le terrorisme. Votre rôle, c'est quoi? Le rôle de l'armée, c'est de défendre la patrie. C'est pour cela qu'on appelle le force de défense. Il y a le ministre de la Défense qui est là. Il y a les chefs d'état-major qui sont là. Et Damiba qui a fait le coup d'état lui-même, c'est un stratège. Vous êtes sur le terrain de combat et vous allez dire à un civil qui ne maîtrise pas ce qui c'est que c'est l'armée, pour dire qu'il n'a pas pu combattre les terroristes. Ouais, ce coup d'état-là, j'ai dit que c'est prévisible, ça devait arriver même plus tôt. Parce que quand vous les voyez là, ce qu'ils sont en train de faire, ils ont fait ce coup d'état-là par suivisme de ce qui s'est passé au Mali et en Guinée. Donc eux aussi, ils ont fait le suivisme alors qu'ils ne maîtrisent pas la gestion du pouvoir. En matière de gestion d'un pays, ou bien de gestion de la sécurité d'un pays, est-ce qu'on a besoin de suivisme? C'est ça qui s'est fait actuellement. Parce qu'ils n'étaient pas préparés à gérer le pays. Mais parce que les autres, les militaires, ont fait en Guinée, au Mali, nous aussi on va enlever celui-ci parce que ici, c'est pas. On ne peut pas dire à notre beau là, Kabouré. C'est bizarre, tous les Togolais. Notre beau. Ah mais c'est une réalité, non? C'est une réalité, non? Est-ce que c'est pas notre beau? Il n'a pas marié notre soeur. Mais donnez-lui son nom. Pourquoi? Non, notre beau. Notre beau. L'émission de dimanche, l'émission de mardi, notre beau. Anita, Marc Christian Kaboré, notre beau. C'est ça te gêne. En quoi ça te gêne? Ou bien toi tu veux le marier? Non, pardon. En tout cas, on a comme l'impression que... Non, ça c'est trop loin. Parce que les militaires vont laisser les casernes, ils vont laisser le terrain. Et tous sont venus s'installer dans les bureaux climatisés. Quand tu vois tout, l'Assemblée nationale, qu'on appelle Conseil national de transition, les civils vont aller au front. Ouais, ils maîtrisent quoi? Et ce coup d'État-là, ceux-là aussi ont dit que c'est inopportun. Et aussi, ils ont dit que comme c'est devenu un ballon de jeu, je joue et je te passe ça aussi bien prendre. Qu'est-ce qui prouve que dans quelques jours également, si la situation ne s'améliore pas, on ne va pas dire que c'est chose. Ça va partir de 11 à 12. Mais ça continue. Donc il faudrait qu'il fasse attention. Un militaire, sa place est dans les casernes. On l'a toujours dit ça. Un militaire qui va défendre ton territoire, je ne sais pas si c'est la culture des coups d'État et est-ce que l'intervention de l'armée a pu régler quelque chose. Aujourd'hui en Guinée, on est en train de crier que l'autre là, ça ne va pas. Le Doumbouya, ça ne va pas. En tout cas, à chaque fois qu'il y a coup d'État, on dit toujours ça ne va pas. Kaboré, dites-moi, ce qui était reproché à Kaboré, c'est la même chose qui est reproché aux militaires, à Damiba. Attends, Damiba... Le militaire dit le Damiba disait que Kaboré ne se penche pas sur le problème sécuritaire et c'est pour cela qu'il fallait réagir et lui, sa réaction, c'était de déposer Kaboré. Il a fait. Aujourd'hui, on lui reproche de ne pas pouvoir agir comme il le faut sur le plan sécuritaire. C'est pourquoi il a été déposé. Abbas l'a dit, on se demande si d'ici 8 mois, 5 mois, l'autre n'arrive pas à également prendre des dispositions pour pouvoir agir sur ce plan sécuritaire. Est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va quitter un beau matin et le déposer également? Moi, je pense que la question qu'il faut se poser, et c'est fondamental, est-ce que tous ceux-là qui se disent capables de pouvoir agir sur le plan sécuritaire, je parle de Damiba, je parle de mon homonyme Ibrahim Traoré. J'avais oublié. Oui. Est-ce que, quelles propositions ils ont eu à faire ensemble avec... Le président ici. Non, bon, Inch'Allah, si Dieu le veut, je prends. Si c'est le destin, si c'est le destin qui me met sur le chemin, je le prends, il n'y a pas de problème. J'accepterai volontiers. Donc pour dire que est-ce que Ibrahim Traoré, est-ce que Damiba et tout cela, ils se sont associés avec les chefs d'état-major de tous les corps pour faire une proposition à Kaboré en tenant compte de leur stratégie, de ce qu'ils pensent
être normal pour pouvoir combattre le terrorisme et que Marc-Christian Kaboré a refusé? La question reste posée. Vous ne l'avez pas fait et vous trouvez que la solution, c'est de poser. Voilà aujourd'hui que la situation se dégrade. Aujourd'hui, plus de 40% du territoire burkinabé est occupé par ces groupes terroristes. Et c'est là c'est ce qui fait que nous quand nous sommes menacés, mais nous sommes en danger. Mais on est en danger, on est permanemment en danger parce que c'est vers le nord que ça quitte et ça nous envahit. Toutes les attaques que nous avons eu à subir, c'est que ces terroristes sont venus du nord. Le constat, il est là. C'est pourquoi le chef de l'État, notre chef d'État, s'investit énormément. Il ne s'investit pas parce que c'est un plaisir pour lui, il s'investit parce que son pays est également en danger. Donc moi je pense qu'il faut quand même à un moment donné qu'on arrête. Et le cas du Burkina est un cas particulier. Franchement, il faut voir après les années d'indépendance, il faut voir comment les coups d'État... Oui, il faut voir comment ça se suit. Donc, Abbas dit quelque chose. C'est comme c'est devenu une mode. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Guinée avec notre ami Doumbouya. Le danseur, si je peux l'appeler ainsi. Oui, le danseur d'Ondombolo, si je peux l'appeler ainsi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire concrètement? Et quand vous les suivez, au premier jour, ils disent nous allons redresser, on va faire la corruption. Nous allons combattre la corruption. Tous ceux qui ne viennent pas au boulot, est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que c'est leur rôle? C'est un gouvernement, un régime démocratiquement élu qui doit s'atteler à combattre ces genres de pratiques. Vous venez, si vous estimez qu'il y a une situation, mais ramenez-le dans les plus brefs délais, normalisez la situation, remettez le pouvoir à un civil, à quelqu'un qui a été démocratiquement élu, vous retournez dans vos casernes, et là, vous avez normalisé la situation, et ils vont prendre les autres défis en compte. Franchement, ce n'est pas bien. Il faut qu'on continue par le dire, ce n'est pas bien. Moi, ça me fait mal que certains s'esclavent panafricanistes, mais qui s'inscrivent dans la logique de ces coups d'État. C'est vrai que nous tous ne sommes pas d'accord du fait que l'ancien colon puisse continuer par nous imposer un certain nombre de choses. Nous tous nous sommes là. Justement, j'aurais voulu qu'on parle de ça. Non, laisse-moi terminer. Vous nous avez volé 5 minutes ici. Non, on n'est pas d'accord que l'ancien colon puisse continuer par nous imposer un certain nombre de choses. L'ancien colon ou un autre colon, si on comprend bien. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez le jour du coup d'État, vous allez voir... Oui, j'ai vu que les gens brandissaient le drapeau russe. Non, c'est du civisme, comme l'a dit Abbas. C'est du civisme. Aujourd'hui, la jeunesse togolaise, la jeunesse africaine est très éveillée. Et on ne va plus se permettre, parce que nous avons déjà les séquelles, et nous sommes un peu avertis, on ne va plus se permettre de quitter un colon pour aller à un autre colon. Lorsque nous allons voir que ça ne va pas, il faut s'attendre à des réactions de cette jeunesse. Moi je dis, c'est vrai, l'ancien colonisateur nous a tellement bâillonnés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont obligés d'extérioriser leur courroux envers et contre cet ancien colonisateur qu'est la France. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, ça permettra quand même à la France de revoir sa copie. Je suis d'accord, et c'est en cela que nous disons que nous tous nous sommes des panafricanistes. Parce que je vois que certains se proclament par nous tous nous sommes des panafricanistes. Qui ne veut pas que son pays se développe? Qui ne veut pas que son pays s'affirme? Nous tous nous le sommes. Mais attention, il ne faut pas qu'on exagère. Il ne faut pas qu'on fasse du civisme. Il ne faut pas qu'on se dise que non, on braque la France. La France n'est pas seulement le seul, ou bien la seule, à être responsable de nos maux. Nous en sommes également responsables. Donc je pense qu'il faut voir également le problème de cette manière. Oui, je dis que pourquoi nous-mêmes, après plus de 60 ans d'indépendance, on doit toujours tendre la main aux autres de venir nous aider. Pourquoi on ne peut pas prendre nos responsabilités et chercher des moyens que les gens là ont pour combattre notre insécurité dont nous sommes en train de faire face et que on dit que celui-ci, le partenariat de celui-ci ne nous a pas bénéficié là pendant des années, il combat, il n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui prouve que les Russes vont vous donner satisfaction? C'est aussi leur début. Quand la France est arrivée en 2014 au niveau du Mali, dans le nord Mali, on les a applaudis parce qu'ils ont aidé à arrêter la propension des terroristes vers la capitale. On les a applaudis. Aujourd'hui, on les désavoue parce que le résultat n'est pas ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, les Russes aussi sont arrivés avec, c'est pas les Russes, on dit c'est des mercenaires.
Et ces mercenaires russes qui arrivent, ils sont payés. Un mercenaire est payé. Ce n'est pas qu'il lui arrive de faire gratuitement. Il est payé. Quand vous les prenez, on dit qu'ils sont payés. Un mercenaire est payé à 3 millions de francs par mois. 3 millions fois les 400 qui sont maintenant à chose. Ce n'est pas nos ressources qu'on est en train de payer comme ça. Sur un an. Sur un an. Et vous dites que nous allons encore tendre la main à ça. L'argent qu'on prend pour payer ces mercenaires-là, si on prenait cet argent-là pour donner les moyens à l'armée pour combattre, pour faire le travail que nous faisons, est-ce qu'on n'a pas des armées ici? Et on prend de l'argent, nos ressources comme ça pour donner au plan. Et les gens sont en train de réclamer, ils n'ont qu'à venir, les Russes n'ont qu'à venir. On n'a même pas brandi le drapeau burkinabé pour dire que tel. Mais il y avait des chefs d'État qui avaient déjà vite vu. Si vous avez suivi l'audio, le chef de l'État a fait à son âme, Feu Yadema avait déjà dit ça une fois. Il faut que les anciens colonisateurs nous laissent libres. Nous, Africains, nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes. Mais aujourd'hui, les gens semblent occulter ce grand homme qui a toujours une vision donnée. Et puis ces paroles sont restées. Heureusement que ces paroles sont restées. Merci à vous, Tchaboré, les 5 minutes, vous avez fait ça. Abbas, merci d'avoir participé à cette émission. Tchaboré, merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h et après l'émission sur nos différentes plateformes. Merci. Nos différentes plateformes, je voulais dire merci. On se retrouve mardi à partir de 10h.